assisté à cette rencontre avec Justine de France autour de son livre La vie quotidienne au Moyen-Âge, qui est édité chez Nouveau Monde Édition. Justine de France, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes professeur d'histoire et géographie au collège de Condé-sur-Lescaut, près de Valenciennes, dans le de France. Mais vous êtes également youtubeuse depuis à peu près 5 ans maintenant. 5 ans. Et votre chaîne YouTube compte aujourd'hui 48 000 abonnés et certaines de vos vidéos ont dépassé les 100 000 vues. Alors, Justine avait préparé une petite présentation vidéo pour vous montrer en fait ce qu'elle faisait sur sa chaîne YouTube pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc malheureusement, on ne peut pas projeter parce que France Culture, on est dans les locaux, nous accueille. Nous accueille. Et ma première question, du coup, ce serait comment vous êtes venu l'idée de lancer une chaîne YouTube, et plus particulièrement une chaîne YouTube sur l'histoire, en fait. L'idée de lancer une chaîne YouTube, d'abord, m'est venue parce que je regardais moi-même des vidéos sur Internet, sur YouTube. J'avais quelques amis aussi qui se lançaient sur YouTube à cette époque-là. Pas forcément dans le domaine culturel d'ailleurs, et moi-même je regardais, quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais qu'il n'y avait aucune chaîne d'histoire, alors qu'il y avait déjà des chaînes comme Nota Bene, peut-être que certains connaissent, ou d'autres grands noms, qui existaient déjà. Et moi j'ai envie de m'y mettre pour l'aspect plus audiovisuel, le fait de monter un projet en vidéo, et en même temps j'étais étudiante en histoire. Donc forcément c'était le sujet à la fois qui me passionnait et que je maîtrisais aussi, où je sentais que j'avais une certaine légitimité à en parler. Et du coup, à partir de là, à partir du moment où ce projet commence à naître, en fait, est-ce que vous décidez de faire de l'histoire sur toutes les périodes, ou au contraire, vous avez déjà quelque chose qui vous saute en tête par intérêt ou par proximité peut-être intellectuelle ou par vos études? J'ai quand même une petite préférence pour le Moyen-Âge, je pense que ça se voit. Et oui, déjà par intérêt, parce que c'est la période que je préfère, même si j'ai des intérêts assez vastes en histoire. Et c'est la période sur laquelle je faisais de la recherche, parce que j'ai fait un master recherche, donc c'était en histoire médiévale. Moi, ça se ressent aussi dans le titre, mes vidéos s'appellent Chronique de prof, on sent qu'il y a une petite influence de ça. Et donc à la base, oui, quand j'ai lancé ma chaîne, je faisais un master sur l'astrologie de cours au XVe siècle, donc un sujet assez restreint, forcément, mais c'était la période qui m'intéressait le plus. Et du coup, comment le Moyen-Âge, c'est quand même une période qui est quand même extrêmement vaste. On ne va pas rentrer dans des problématiques de banque chronologique, c'est pas forcément le lieu ici, mais c'est quand même une période qui dure pratiquement un millénaire. Et justement, comment on imagine des chroniques qui durent quelques minutes, 15 minutes, entre 10 et 20 minutes en règle générale, qui puissent à la fois balayer des périodes aussi différentes, parce que le Moyen-Âge n'est pas du tout une unité. Comment vous choisissez ces thèmes, comment vous travaillez pour aller justement rendre compte de ce Moyen-Âge si complexe en fait, et si différent? Justement, je dirais à l'inverse du livre qui essaye de couvrir toute la période et toutes les populations, dans mes vidéos, les sujets sont davantage restreints. Déjà, je suis plutôt spécialiste du bas Moyen-Âge à la base, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge, ce qui est 15e siècle. Et dans mes vidéos, c'est plutôt cette période que je privilégie, et quand je traite un sujet, certains sujets sont très vastes. Par exemple, quand je m'intéresse plus à l'histoire culturelle, l'histoire des relations entre les hommes et les montagnes, là je peux partir de l'Antiquité à presque l'époque contemporaine, mais la plupart des sujets couvrent 1-2 siècles et essayent de rester assez condensés quand même. Contrairement au livre, mais là on va arriver sur le livre plus tard. Et du coup, quand vous faites vos vidéos, vous les travaillez comment en termes de narration? C'est-à-dire que vous êtes professeur à côté, mais c'est un format qui est très différent, le public c'est un public de gens qui regardent YouTube, etc. Donc quand vous l'avez conceptualisé au départ, est-ce que vous vous êtes dit je pars de mes cours, de ce que j'ai appris, ou est-ce que j'imagine quelque chose de nouveau, de différent? Non, j'ai imaginé mon concept qui s'est développé au fur et à mesure, donc on n'a pas pu montrer d'extrait du coup, mais en gros dans mes vidéos je fais intervenir des personnages, donc c'est moi-même qui me déguise en un personnage qui vient plutôt du Moyen-Âge, un personnage qui vient plutôt de l'Antiquité, après d'autres qui apparaissent plus ponctuellement, et cette narration ça m'est venu au fur et à mesure, justement le fait de faire intervenir des personnages, je trouvais que ça apportait plus de dynamisme. C'est souvent eux qui amènent l'humour aussi.
Donc justement, dans le livre, j'ai essayé d'apporter l'humour autrement, mais c'est pour ça que le ton du livre est assez léger par moment. C'était justement pour faire une petite référence à mes vidéos où même si les sujets traités, je les traite avec sérieux dans mes recherches, dans la démarche, j'essaye de garder un ton léger et accessible et sympathique. Et justement, pour que tout le monde puisse bien comprendre votre univers de départ avec la chaîne YouTube, ce qui est frappant dans vos vidéos, c'est justement ce perpétuel grand écart entre un contenu savant, enfin vraiment puisé, je pense chez les meilleurs auteurs, on retrouve dans vos vidéos certainement les livres que vous avez pu lire, que vous avez pu consulter, et en même temps vous n'hésitez pas à vous mettre en scène, à manier l'humour, à faire de l'anachronisme dans le langage, hein, je ne dis pas dans le contenu, et c'est quelque chose que vous aimez faire naturellement, ou vous dites finalement, si je veux passer un message, c'est peut-être un des meilleurs moyens. Non, c'est pas forcé, c'est quelque chose que j'aime faire. Moi, c'est aussi du jeu, enfin, j'aime bien me mettre en scène, jouer. Quand je fais mes vidéos, j'ai l'impression que c'est le personnage de la prof, parce que la chaîne s'appelle La Prof, et que c'est pas vraiment moi du coup qui l'ai fait. Donc c'est cette mise en scène qui fait que justement le ton est comme ça malgré le contenu sérieux. Et du coup, on va pouvoir passer maintenant sur d'autres étapes, sur l'étape du livre. Comment racontez-nous la jeunesse du projet, comment en fait, est-ce que vous avez basculé de la chaîne YouTube, La Prof, vers le livre? Est-ce que c'était une idée que vous aviez déjà dans votre tête, derrière la tête, ou est-ce que c'est une opportunité, une possibilité de dire tiens, je vais faire quelque chose de différent? Ça a été une opportunité qu'on m'a proposée, donc les éditions Mon Nouveau Monde m'ont contacté avec comme projet de faire un livre en gros, l'idée de départ c'était les idées reçues au Moyen-Âge, sur le Moyen-Âge. Et à partir de là, bien sûr, s'ils me contactaient, c'était parce qu'ils étaient intéressés par mon ton et mon style d'écriture, puisque j'écrivais des scripts. Donc on a fait un travail déjà de transcription d'un script vers ce qui pourrait être un chapitre de livre, pour voir quel ton on pourrait donner, doser l'humour également dans ce chapitre. Et donc ça a commencé il y a 2 ans, j'ai été contactée par cette maison d'édition. Et donc ensuite ça a été un travail de recherche à nouveau et d'écriture, tout en essayant de réfléchir à... Forcément je ne pouvais pas faire intervenir même des personnages qui viennent d'autres époques, je ne pouvais pas me mettre en scène moi-même, donc comment garder un ton léger en passant à l'écriture. Et ça c'est passé par des notes de bas de page par exemple parfois, aussi des illustrations qui sont à part certaines références pop culture qui sont des vraies illustrations que j'ai sélectionnées, mais pour lesquelles les légendes sont parfois un peu fantaisistes. Voilà. Et du coup, est-ce que vous êtes parti sur quelque chose de neuf? Ou est-ce que, c'est-à-dire dans l'écriture de votre livre, est-ce que vous avez dit, vous expliquez, hein, c'est une opportunité, ils sont venus, Nouveau Monde d'édition est venu vous chercher par votre travail de youtubeuse, mais est-ce qu'à un moment donné vous dites, bon, là, on est au rendez-vous de l'histoire de Blois, hein, il y a un salon du livre à côté, quand on écrit un livre chez les historiens, généralement les historiens, ça c'est un grand moment, on arrête de rigoler, entre guillemets, il va falloir faire quelque chose de très sérieux. Est-ce que du coup, vous vous êtes senti un peu, en ayant peur, en disant, oula, attention, là ça va devenir un gros morceau, vous qui avez fait des études d'histoire, cette sorte de prolongement, un premier ouvrage, c'est toujours un peu impressionnant. Oui, c'est sûr, ça faisait quand même peur ce travail, parce que là, on a toujours l'impression de ne pas être assez bon, de ne pas savoir assez de choses, et donc c'est pour ça que j'ai fait, qu'il y a un travail de recherche très sérieux derrière, j'ai perdu la question. Du coup, est-ce qu'effectivement, est-ce que vous aviez un petit peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que, en fait, en discutant avec votre éditeur tout à l'heure, vous l'avez dit, est-ce que finalement vous avez dit, oula, la chaîne YouTube, c'était quelque chose que je fais sur un ton comme ça, et là, il faut que je retrouve quand même quelque chose de sérieux, c'est de l'écrit. Au début, je l'ai fait très sérieux. Ensuite, ils m'ont dit que non, je pouvais aussi amener de l'humour, que c'était aussi ce qui les intéressait chez moi. Donc ça aurait été dommage de faire un livre classique. Et du coup, pour moi, ce que je me suis dit, c'est que je voulais quelque chose qui soit accessible aux personnes qui n'ont pas forcément fait d'études d'histoire,
qui puisse intéresser aussi les personnes qui s'y connaissent en histoire, qui éventuellement ont fait des études. Quelque chose qui soit une ouverture sur certains thèmes du Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il y a 10 chapitres thématiques que j'ai choisis. Et donc j'ai décidé de les traiter de manière assez large, mais tout en apportant aussi des détails précis, parce que c'est ce que j'aimais aussi faire en vidéo. Parfois traiter des sujets très larges, mais m'attarder pendant une minute sur quelque chose de très précis, que certains ne feraient pas. Certains pensent que la vulgarisation, c'est traiter un sujet de manière assez large pour donner envie de s'enseigner plus loin. Moi j'aime bien parfois glisser des choses vraiment plus précises. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Donc c'est pas si différent dans l'idée, en tout cas dans l'intention, c'est pas si différent de mes vidéos. Après, dans l'écriture, forcément, on n'écrit pas pareil que ce qu'on dit à l'oral. Et l'idée de la vie quotidienne, c'est venu naturellement, parce que dans les vidéos, par exemple, il y a des choses sur les Pictes, il y a des choses sur les Vikings, on aurait pu imaginer, vous auriez pu partir sur un livre qui traite des peuples, des civilisations, etc. Non, la vie quotidienne, c'est quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. Il y avait cette idée de départ qui était amenée par Nouveau Monde de parler des idées reçues. Et moi, la vie quotidienne, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime plutôt parler du quotidien des gens ordinaires, plutôt que faire des vidéos sur les rois de France, sur les grandes batailles. J'en ai fait un petit peu, et j'ai parlé de peuple aussi parfois. Mais moi, j'aime bien justement plutôt parler des choses dont on ne parle pas toujours, genre des choses qu'on ne voit pas à la télé, par exemple, les documentaires sur l'histoire. Traiter juste des gens, tout simplement, d'où la vie quotidienne. Et c'est assez intéressant justement par rapport à ça, c'est que justement on a quelque chose qui est en 10 chapitres, vraiment des préoccupations du quotidien, des choses aussi de la faim, sur l'alimentation, sur l'hygiène, sur la justice. Donc on est dans une histoire finalement qui, bien évidemment, parle des seigneurs, des nobles, éventuellement des grands, mais qui s'attache fondamentalement à parler finalement de la population locale, des campagnes, des citadins, surtout ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des petites gens en fait. Oui. Et ça me tient particulièrement à cœur. Et pourtant c'est pas si simple de travail d'étudier ces gens-là. Oui, c'est ça la difficulté. Quand on veut déjà parler de tout le Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle, et qu'on veut parler de toute la population, les nobles, les clercs, les paysans, tout le monde, le problème c'est les sources pour certaines périodes, mais aussi pour certaines populations. Donc c'est pour ça que dans certains chapitres j'ai été un peu limitée justement parce que quand on parle par exemple de l'alimentation, on a des traités qui donnent des recettes, des livres de recettes médiévales qui existent, qui sont plutôt représentatifs du coup de ce qu'on mangeait chez les nobles. On a des livres de contes qui nous permettent de voir aussi ce qui était acheté, encore une fois chez les nobles, mais aussi dans le clergé, dans les monastères, les hôpitaux aussi. Et par contre, quand on s'intéresse aux populations rurales ou même urbaines, c'est plus compliqué, on peut se reposer sur l'archéologie. Les résultats sont un peu plus aléatoires que quand on a vraiment des comptes qui recensent le nombre de pommes de terre achetées sur une année. Enfin, pas des pommes de terre, du coup, justement, pas des pommes de terre. Donc voilà, on est parfois limité. Et ça, je le dis aussi dans le livre, par moment, oui, voilà, là, on manque de sources pour pouvoir traiter entièrement le sujet. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que grâce à ça, vous pouvez aller aussi à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues. Ce Moyen-Âge qui est souvent, et un peu trop souvent, même dans nos imaginaires, ou caricaturé, moqué, etc. Vous n'hésitez pas. D'autres l'ont fait avant vous, voilà, c'est pas nouveau, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la pointe de l'historiographie pour aller justement critiquer, aller à l'encontre des idées reçues. Je pense à la sainteté, par exemple, vous citez Michelet, et l'extrait de la sorcière, où 1000 ans sans bain. Nul bain pendant 1000 ans. Voilà, nul bain pendant 1000 ans. C'est un peu daté, oui. C'est un peu daté, mais ça introduit ce chapitre. C'est vrai que c'est quelque chose que parfois on a un petit peu ce Moyen-Âge, entre guillemets, méconnu. Et hop, vous l'attrapez à bras-le-corps et vous allez justement le démontrer, et notamment, je pensais sur l'hygiène, c'est assez intéressant. Oui, parce que sur l'hygiène, il y a des réalités. Par exemple, au Moyen-Âge, dans le chapitre, du coup, j'explique que durant l'Antiquité, les personnes se lavaient, on avait des thermes, la propreté était importante, puis ça s'est un peu perdu pendant le Haut Moyen-Âge. Mais par contre, pendant tout le bas Moyen-Âge, se laver était important. L'hygiène, aussi bien du corps
mais que aussi que des habitations, des bâtiments étaient importantes. On avait des traités de recommandations sur comment nettoyer différentes parties du corps, comment nettoyer sa maison, comment laver les draps, plier les draps, comment ranger. Et c'est seulement à l'époque moderne qu'on revient sur ces idées, qu'on se met à considérer que l'eau, en fait, plus être prise de saleté, que pour être propre, il vaut mieux se garder sa petite couche de crasse sur soi. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est souvent caricaturé dans les films, un peu dans les médias. Oui, parce que de toute façon, c'est ce qui est vrai, c'est que l'époque médiévale, en fait, et d'ailleurs toutes les époques historiques, mais l'époque médiévale particulièrement, ça passe à travers effectivement tout notre imaginaire qui est issu du cinéma, des séries, de la bande dessinée, et qui véhicule finalement, décennie après décennie, un imaginaire qu'on se constitue. Je pense notamment au brossage des dents aussi. Ça, c'était assez intéressant, avec des eaux de sèche, par exemple, qui permettaient d'essayer quand même de se nettoyer la bouche et les dents. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont assez intéressantes à montrer. Oui, le lavage des cheveux, l'épilation aussi qui se pratiquait, la teinture des cheveux, tout ça c'est des choses dont on a l'impression que c'est beaucoup plus récent. En fait, oui, ça se faisait déjà à cette époque. Alors, on peut s'attarder quelques instants aussi sur ce que vous disiez sur le traité pour le ménage. Ça, c'était assez. Moi, j'étais assez stupéfait de découvrir que finalement, il y avait des préconisations assez détaillées de comment on tient une maison. Oui, parfois très précises, parfois contradictoires aussi. Ce qui est amusant, c'est que dans ce même traité, c'était le ménager, celui-là, et on dit qu'il faut aérer les fenêtres, et après on dit que pour garder l'air, là c'était plus pour des raisons de santé, il faut laisser les fenêtres fermées, toujours bien garder l'air renfermé chez soi. Donc voilà, et parfois aussi ces traités sont plein de bon sens, mais pour les mauvaises raisons. Là, je pense par exemple à la santé, où on avait des recommandations parfois bonnes sur le fait de se laver. Et justement, le fait de se laver, c'était considéré comme bon parce que ça équilibrait les humeurs. À l'époque, la santé, on pensait que ça reposait beaucoup sur les différentes humeurs du corps, pas du tout les humeurs de l'esprit. On pensait que le corps était équilibré entre 4 humeurs. Et par exemple, si on avait une humeur chaude qui dominait, il fallait prendre un bain froid. Ou si on avait une humeur froide qui dominait, prendre un bain chaud. Et donc en fait, c'est des choses qui aidaient, qui étaient bonnes pour la santé, mais parfois pour les mauvaises raisons à cette époque. Et du coup, par exemple, moi je vous parlais tout à l'heure effectivement des nouveautés, mais en tout cas des avancées historiographiques et notamment archéologiques. Il y a des choses sur la ville, par exemple. Cette vieille idée qu'on avait auparavant, jusqu'à il y a une dizaine d'années à peu près, de cette continuité de la ville. Et là, vous expliquez bien également, avec les nouveautés archéologiques, que c'est pas si simple que ça. Oui, les villes au Moyen-Âge, on a les villes antiques de l'ancienne Gaule française, Gaule, certaines villes qui avaient été construites par les Romains, qui perdent énormément en importance et en habitation durant le Haut Moyen-Âge. Donc on a vraiment parfois 10 fois moins d'habitants et aussi 10 fois moins d'habitations dans l'enceinte d'une ville, puisque certaines de ces villes conservent des enceintes. Par exemple, je me semble que c'est Nîmes, dont j'ai mis une illustration dans le livre. On voit les enceintes anciennes, antiques. On voit un tout petit concentré d'habitation à un endroit et tout le reste, ce sont des champs, des moulins. Et c'est seulement à partir du XIe siècle que les villes reprennent de leur importance, mais avec toujours cette présence de champs parfois à l'intérieur des murailles, de vergers, de potagers, qui font que la ville n'est pas du tout ce resserrement d'habitation, en tout cas pas partout. On a certaines villes comme Paris. On a un petit bruit parasite. Oui, ça sort du casque ou d'un micro. Les villes méridionales, par exemple, ou Paris, où parfois ça pose même des problèmes de luminosité parce qu'on a tendance à construire les premiers étages plus avancés que les rez-de-chaussée afin que la rue soit plus large, mais du coup ça réduit énormément la lumière. Donc selon les villes, on a quand même des différences, on a quand même des villes qui sont très denses. Mais ça apparaît, c'est plutôt vers le 14-15e siècle qu'on en arrive là. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est que on voit bien cette continuité entre haut Moyen-Âge et bas Moyen-Âge, où effectivement, vous expliquez bien,
dans des chapitres qui sont finalement courts, mais relativement denses, on arrive à balayer effectivement toute la période sur différents types de thématiques. Et ça, je trouve ça assez intéressant de pouvoir avoir un aperçu global sur pratiquement 1000 ans, voire même un petit peu en Antiquité tardive, ou à la Renaissance ou à l'époque contemporaine. Oui, de toute façon, les frontières du Moyen-Âge sont difficiles, enfin, elles ont des définitions strictes, mais qui sont un peu arbitraires, donc j'ai un peu débordé. C'est bizarre. Mais oui, c'est pour ça que certains chapitres sont plutôt chronologiques, justement. Pour d'autres, j'ai essayé d'être plus thématique, donc ça revient un peu en arrière parfois. Mais c'était important pour moi de montrer ces différences qui sont parfois énormes dans le domaine de la justice, par exemple. On ne va pas redétailler, mais entre le haut Moyen-Âge, où on a une justice qui repose sur les ordalies, donc sur des épreuves, et le bas Moyen-Âge, où on a les enquêtes qui apparaissent, on a des peines qui sont totalement différentes, il y a un fossé énorme. Donc, dans certains domaines, on a plus une continuité, dans d'autres, on a des énormes transformations, et c'est ça aussi qui est intéressant. Le Moyen-Âge, c'est une époque qui se transforme énormément, qui n'est pas du tout fixe entre le 5e et le 15e siècle. Ça aussi, c'est une idée reçue. On a tendance à tout mettre dans le même panier. Comme s'il était uniforme, pratiquement, sur la durée. Il y a aussi des choses toutes simples. C'est vrai qu'on pourrait évoquer l'alimentation, par exemple, où on a des images, on voit les festins des ducs de Lorraine, etc., qui sont représentés avec faste et majesté. Et en fait, c'est les banquiers, il y en a un peu partout, des banquets, oui. Donc, dans l'alimentation, c'est vrai que j'accorde forcément une place aux banquets médiévaux tels qu'on se les imagine, qui sont accompagnés de tournois, donc là, ce sont les banquets de la noblesse. Mais en fait, il y avait aussi des banquets dans la bourgeoisie des villes, mais aussi dans les campagnes. Toutes les occasions étaient bonnes à se mettre en valeur, et donc aux occasions de mariage, tous les événements importants étaient l'occasion d'organiser un banquet, de parfois vraiment craquer son porte-monnaie en abattant des animaux et en voulant mettre plein la vue aux invités. Dans les villes, par exemple, c'était aussi le cas des corporations de métiers, qui donc étaient chaque métier avait sa corporation, qui avait certaines règles, notamment pour le temps de formation, pour l'accès au métier. Et dans ces corporations, ça faisait bien d'organiser des banquets et de dire, voilà, c'est telle corporation qui a organisé le banquet, qui a tout payé. Alors c'était une manière de se mettre en valeur aussi. Et de la même manière, quelque chose qui était plus surprenant encore, c'est par rapport aux épices, typiquement. Donc on se fait toute une idée que c'est extrêmement cher, réservé à une élite, ce qui est vrai aussi. Mais vous montrez, enfin vous expliquez, c'est ça qui est intéressant, une nouvelle idée reçue, que vous avez explicité que non, les épices, toutes personnes les utilisent dans la société. Oui, pas forcément les mêmes épices, du coup, des épices plus locales pour les populations les plus paysannes, les plus campagnardes, mais le fait d'épicer ces plats, d'épicer, aromatiser, de lui donner du goût, c'était quelque chose qui se faisait un peu dans toute la population. Et autre idée reçue, par exemple, qu'on pouvait aborder, c'est également deux figures très marquantes et très impressionnantes qui symbolisent vraiment l'époque médiévale, c'est-à-dire le chevalier et le troubadour. Et là encore une fois, le troubadour, il apparaît tardivement et la période des troubadours n'est pas si longue que ça. Oui, ça c'est le dernier chapitre que j'ai voulu, qui est un peu différent des autres, parce que les autres chapitres traitent plutôt de vie quotidienne, comme l'indique le titre, l'alimentation, l'hygiène, etc. Et là j'ai voulu faire un chapitre sur deux personnages célèbres du Moyen-Âge qu'on retrouve dans les films, dans les fêtes médiévales aussi, souvent très caricaturées. Et le troubadour, par exemple, c'est fin du XIe jusqu'au début XIIIe siècle, et après ça, c'est terminé, et avant ça, il n'en a pas. Et donc c'est un phénomène assez local à la base, même si les troubadours apparaissent en territoire d'Oc, dans le sud de la France, se répandent ensuite à travers l'Europe, mais très vite ils disparaissent. Ils sont remplacés, enfin plus ou moins remplacés par les trouvères. En gros, les troubadours chantent en langue d'Oc, sont des poètes, et ils inspirent les trouvères qui sont les équivalents des troubadours en langue d'Oïl, l'équivalent plus proche du français actuel. Et donc les trouvères perdurent jusqu'au XVe siècle environ. Et encore une fois, du coup, ça aussi, ça a une durée limitée. Les trouvères, c'est le XIIe, XVe siècle. Et pourtant, c'est quelque chose auquel on pense forcément quand on parle du Moyen-Âge.
Pareil pour les chevaliers tels qu'on les imagine, avec toute la littérature merveilleuse, le chevalier qui tue le dragon, qui va protéger la veuve et l'orphelin. Ça, c'est quelque chose qui apparaît, qui commence à apparaître fin 11e siècle, début 12e siècle. Et autre chose également, c'est ce qui a beaucoup été véhiculé également par le cinéma, c'est par exemple les exécutions dans le chapitre sur la justice, où vous expliquez, bah non, en fait, la population on n'est pas dans un Moyen-Âge avide de sang, avide de mort, qui attend des pendaisons comme un spectacle. Non, c'est pas ça. Ce qu'on attend plutôt, c'est la grâce, une grâce accordée par le roi, ou la corde qui pourrait se rompre, et là ça indique une grâce divine. Déjà, il y a beaucoup moins de condamnations à mort. Enfin, quand on regarde qu'il y a le registre des crimes du Châtelet qui est une bonne source pour la justice au Moyen-Âge, et lui indique qu'assez peu de personnes sont emprisonnées pour meurtre. La plupart des crimes commis, ce sont des vols, par exemple, des petites infractions. Mais le Moyen-Âge n'est pas une époque plus violente, en tout cas au niveau des crimes. Et elle est violente par la guerre, et par les crimes, c'est pas une époque où on peut se faire tuer à chaque coin de rue, comme on peut l'imaginer aussi. Et si vous le voulez bien, on peut aussi maintenant parler peut-être de la forme du livre aussi, parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on a une véritable volonté d'essayer de, je dirais pas de prolonger ce que vous faites sur YouTube, ces deux médias différents, et évidemment ils ont leur spécificité, on ne peut pas décalquer sur un livre ce qu'on fait en audiovisuel. Mais en tout cas, vous avez une volonté à plusieurs niveaux d'essayer d'apporter une forme d'humour, de fantaisie, fantaisie dans le sens amusement, distraction, dans ce qui va entourer, je dirais, accompagner le texte lui-même. Alors par exemple, on pourrait peut-être commencer déjà avec les images. Le livre est quand même très régulièrement illustré, avec beaucoup d'enluminures, de documents d'époque, de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que les légendes, en fait, sont souvent fantaisistes, humoristiques, et ça, c'était quelque chose que vous aviez envie de faire, c'était une idée... Oui, ça, j'avais envie de mettre des illustrations, forcément, parce que, encore une fois, je suis attachée à la vie, je viens de la vidéo, un peu, on peut dire, et donc les illustrations, pour moi, c'est quelque chose qui est tout de suite parlant, qui est beau, qui nous plonge aussi dans le Moyen-Âge. C'est important aussi pour moi de citer les sources, donc à la fin on a toutes les sources des illustrations, parce que ça m'énerve quand je lis un livre et qu'on ne trouve pas d'où vient l'illustration. Mais du coup, pour les légendes par contre qui accompagnent l'illustration dans la page où elle se trouve, là pour la plupart du temps, oui, je fais des petites blagues, parfois des références pop culture, parfois juste des blagues par rapport à l'image, mais oui, c'est quelque chose, juste regarder l'image et je réfléchissais à ce qui me ferait rire par rapport à cette image. Voilà, par exemple, je ne sais pas si tout le monde peut voir, mais par exemple, vous avez là une illustration de quelqu'un qui est en train de faire qui est en train d'épouiller, tout simplement. Une autre personne, et la légende, par exemple, c'est l'épouillage, virgule, une pratique festive et ludique. Alors, voilà, on pourrait sourire. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous le spécifiez, c'est qu'on peut retrouver l'intitulé précis de la source à la fin du livre, et donc la nature du document. Mais au-delà de ça, ça permet de fixer des idées. Et c'est ça que je trouve assez intéressant et assez malin, c'est qu'à un moment donné, vous faites une autre légende que je ne retrouve pas. J'en ai trouvé une autre qui a la même idée. Bon là, elle est assez petite aussi, c'est dans le chapitre sur les superstitions, et donc c'est dans la partie sur les revenants, les croyances aux revenants au Moyen-Âge. Et donc on a un revenant qui apparaît, et les gens lui demandent « Parle-nous, ô revenant, qu'as-tu à révéler de l'au-delà ?» Il répond « J'ai froid ». Et là, c'est justement quand on s'intéresse aux raisons évoquées sur l'apparition de revenants au Moyen-Âge et aux légendes qui s'y rapportent, il y avait justement une légende dans laquelle le revenant revenait juste pour dire qu'il avait froid aux pieds. Et de la même manière que quand vous traitez le chapitre justement sur le développement des villages, le fait que petit à petit le territoire se peuple, et en fait avec une densité de population qui petit à petit augmente, vous allez mettre un village bâti, une église offerte. Et effectivement, ça renvoie à cette idée où l'Occident, Jacques Le Goff, je ne sais plus qui disait, voilà, d'un seul coup, les
les églises apparaissent et se développent en même temps que l'urbanisation, que les villages qui se créent. Donc, quelque part, ça crée du sens. Oui, certaines illustrations renforcent ce qui a été dit par écrit, justement. Ça se répond un petit peu, le texte et les illustrations se répondent dans ce sens-là, où parfois j'avais juste envie de faire des blagues, mais la plupart du temps, ça tombe, ça renforce ce qui est dit. Et dans la même idée, vous allez utiliser, ce dont vous parliez tout à l'heure également, des références à la culture populaire, non rarement pour les titres de chapitres, mais pour les sous-titres des parties. N'hésitez pas à faire des références. Alors il y a Village People. Voilà, j'ai le Pays des Merveilles sous les yeux. Oui, il y a du Game of Thrones, Sacré Graal aussi, parce que c'est une référence Mission à cœur. Et oui, là, pareil pour les titres, j'avais envie de me lâcher un petit peu. Les titres de parties sont simples, évocateurs, l'alimentation, le Moyen-Âge par exemple. Mais pour les sous-parties, à chaque fois ils ont un sens, à chaque fois forcément les sous-parties sont structurées, mais pour le titre, j'avais envie de faire de l'humour. Je sais pas, par exemple, on a Burn the Witch, la chasse aux sorcières, qui est plutôt époque moderne d'ailleurs, ça vous le comprendrez, vous le savez peut-être. Oui, c'est une autre des idées reçues, évidemment que la chasse aux sorcières est plutôt quelque chose de... C'est fin du Moyen-Âge et surtout époque moderne. Surtout époque moderne, oui. Tout à fait. Et donc, vous utilisez également, alors avec parcimonie, bien évidemment, mais de termes parfois anachroniques ou parfois, je dirais, légèrement familiers ou disons des anglicismes, mais qui permettent encore une fois de fixer des idées. Et c'est ça que je trouve aussi qu'on peut trouver assez intéressant, c'est de se dire quand vous parlez du bacille de la peste et que vous dites que quand il se propage, c'est une espèce de road trip. Alors voilà, encore une fois, c'est pas faux, puisqu'il se propage par les personnes qui voyagent et une fois qu'il arrive à Marseille, ensuite, oui, c'est ça un repos. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous dites par rapport au... Peut-être, est-ce que le fait d'être enseignante, ou parfois il faut faire passer des idées auprès d'élèves jeunes, et vous dites finalement, en un mot, il y a des mots qu'ils connaissent, il y a des mots qu'ils maîtrisent très bien, qui leur sont parfaitement familiers, qui vont leur permettre de visualiser quelque chose. En fait, utilisons-le, ça va permettre de résumer peut-être quelque chose de peut-être un peu plus complexe, mais qui est parfaitement visuel, parfaitement intelligible. Oui, c'est ça, c'est quelque chose que je fais déjà aussi dans le cadre de l'enseignement et dans le cadre des vidéos. Ça marche bien, quoi. C'est un vocabulaire beaucoup plus courant pour parler d'un phénomène ancien, ou alors des références à la pop culture, par exemple des parallèles avec Game of Thrones. J'avais fait des vidéos même où je comparais certains points historiques avec Game of Thrones. Ça tout de suite ça parle. C'est pas prendre le lecteur pour un idiot que de faire des références ou d'utiliser ce genre de vocabulaire, c'est juste tout de suite ça fixe l'idée, ça la renforce. Oui, ça permet effectivement, c'est ce que vous dites, et en fait c'est exactement la même démarche que lorsque vous prenez un petit peu de distance par rapport à l'iconographie, pour justement, et donc ça accompagne, ça permet aussi d'avoir une forme de respiration dans un texte qui est, lui, voilà, qui est solidement le contenu est assez dense, du coup j'ai pas envie que l'écriture soit elle aussi dense et du coup un peu indigeste. Et vous allez même plus loin, parce que vous êtes même capable de raturer certains mots, et ça je trouvais que c'était assez amusant. Il n'y a pas souvent... on aurait dû mettre des marque-pages. Ouais, il y a quelques mots, on aurait dû mettre des marque-pages, mais par exemple, quand vous parlez des corporations et des artisans, il y a une citation, enfin vous écrivez une phrase, vous dites que les artisans, quand ils deviennent maîtres artisans, qu'ils ont une certaine notoriété, mais également une certaine fortune, vont pouvoir à leur tour ouvrir une boutique et, je vous cite, exploiter, raturer, employer à leur tour des apprentis. Oui, parce que les apprentis étaient très peu payés, voire pas payés du tout. Et ça fait un peu comme les procès américains, vous savez, on dit quelque chose, on dit non mais en fait il faut pas le retenir, oui. Ça a été dit et en fait ça permet... Je ne l'ai pas dit, mais en fait... Voilà, ça permet aussi de fixer les choses. J'ai envie de dire, ce qui ressort quand même de la lecture de l'ouvrage, c'est qu'on appelle, vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire, ou est-ce que je me trompe totalement? Oui, forcément. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les recherches pour les chapitres déjà.
Et ensuite, le travail d'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Déjà pour mes scripts, puisque dans les vidéos, forcément, tout est scripté. Et donc l'écriture des scripts, l'ajout de blagues, souvent je les ajoute par la suite. D'abord j'écris un gros pavé vraiment avec sérieux, tout ce que j'ai envie de dire. Ensuite je relis, je me dis tiens, là, je pourrais dire ça, je pourrais dire ça. Et j'ai fait la même chose pour ce livre, aussi avec les notes de bas de page dont on n'a pas parlé. Certaines sont sérieuses, sont mises des précisions ou des références bibliographiques. D'autres, c'est encore une fois de l'humour. Et ça m'a plu. Non mais ça se ressent en tout cas à la lecture. Et autre chose qui est également, je trouve, qui est assez intéressant, c'est que vous n'hésitez pas, à l'intérieur de différents chapitres, de mettre énormément de documents textuels. C'est-à-dire que vous allez avoir là des choses sur un poème. Là, je tombe sur un poème, sur le poème « Je suis comme la licorne » de Thibaut Cap de Champagne, qui est indiqué dans le corps du texte, qui vient à l'appui des explications, comme un document que vous présentez à l'intérieur de chacune des parties. Alors il y a des récits. Oui, on a par exemple pour les troubadours certains poèmes aussi, ou alors des extraits du ménager de Paris pour le ménage, ou alors pour la justice aussi, des extraits de textes de loi. Ça c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Donc là, oui, sur un ton beaucoup plus sérieux, je trouvais ça intéressant de montrer vraiment les écritures, de montrer vraiment ce qui était dit, et pas juste de paraphraser, de faire le travail d'historien où on explique, mais aussi montrer des extraits authentiques. D'autant plus que vous n'hésitez pas non plus il y a des extraits qui sont en vieux français aussi, il y en a quelques-uns qui sont... oui, parce que je trouvais ça intéressant aussi de conserver la langue justement, de voir à quoi ça ressemblait. Il y a aussi des extraits qui sont en langue doc avec la traduction à côté pour les troubadours. J'avais aussi un extrait en allemand, mais je crois qu'on l'a pas gardé. en vieil allemand. Mais ça n'a pas plu. Non, mais en tout cas, voilà, vous montrez quelque part, en jouant à la fois sur l'iconographie, sur l'appui de textes que vous présentez, je dirais, qui sont parfaitement identifiables. La plupart du temps, ils sont écrits en rouge et ils sont avec une marge qui est beaucoup plus large, donc ils sont parfaitement identifiables. Vous montrez toute la complexité de ce Moyen-Âge dans sa longue durée, mais dans ses différentes composantes, et notamment voilà, ce qu'on disait sur la vie quotidienne, sur quelque chose que finalement on a peu l'habitude de lire. Évidemment, il y a des chapitres qui sont plus courants, qu'on voit plus souvent, mais il y a d'autres chapitres sur lesquels on a vraiment des vraies surprises. Donc, c'est tout un jeu d'articulation, vraiment d'arriver à jouer sur le fond, la forme narrative, différents niveaux de narration, c'est assez intéressant et c'est assez... Oui, puis de faire quelque chose d'assez large aussi, puisque voilà, on a 10 chapitres, 10 thèmes, et sur chaque chapitre, par exemple, si je prends l'alimentation, on a des ouvrages spécialisés très pointus sur certains sujets, mais une présentation plus générale comme ça, de différents thèmes, c'est quelque chose d'un peu plus rare. Puisque là, on n'est pas dans un travail de doctorant, pas dans un travail spécialisé, j'ai vraiment juste faire quelque chose de large. Et justement, du coup, c'est quelque chose qui se voit moins et qui, du coup, qui me parlait davantage, justement, puisque comme dans mes vidéos, j'aime bien parler de sujets qui sont parfois moins abordés, j'aime bien casser les idées reçues et parler du quotidien des gens, juste faire de l'histoire culturelle, l'histoire des mentalités aussi, avec le chapitre sur les superstitions. Tout à fait. Ça me parle beaucoup. Oui, parce que justement, quand vous avez avec votre mémoire c'est quelque chose qui est... Finalement, c'est le chapitre avec lequel vous avez le plus de facilité, ou au contraire le plus de difficulté, un chapitre quand c'est un sujet qu'on a bien étudié? Non, ça a été, forcément dans tout ce chapitre, je ne parle pas que de l'astrologie, mais c'est un chapitre déjà pour lequel j'avais déjà aussi fait une vidéo sur les revenants, donc et aussi sur la chasse aux sorcières. On voit que c'est un sujet qui m'intéressait, la superstition justement, donc du coup il y avait beaucoup de choses pour lesquelles je pouvais déjà reprendre des recherches précédentes, et du coup non, l'astrologie ça a été assez facile à écrire, mais bien sûr c'est énormément condensé, pour mémoire il n'y a pas de publication, mais c'était quelque chose de beaucoup plus lourd. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comme on parlait également, c'est la bibliographie que vous avez à la fin, qui est quand même une très belle bibliographie par partie, hein, une bibliographie quand même de pratiquement 10 pages, qui prouve bien quand même que vous êtes
avec des livres, des ouvrages récents, on sent bien quand même que vous appuyez sur des textes, sur des ouvrages d'historiens renommés, chevronnés, pour faire une synthèse accessible au grand public. Oui, et aussi en essayant d'appuyer justement sur des ouvrages récents parce que la recherche évolue tout le temps. Enfin, je veux dire, on a toujours des nouvelles publications qui apportent de nouveaux éléments. Donc c'est sûr que j'avais pas envie de m'appuyer sur des livres du 19e siècle. Et une dernière question, peut-être avant de passer à des questions du public. Finalement, est-ce que c'est plus facile de faire de la vulgarisation de l'histoire en essayant de manier l'humour dans un milieu audiovisuel ou par écrit? C'est très différent, c'est forcément par la forme, mais voilà, pour vous, vous avez fait les deux. Bah, c'est différent, dans le sens où peut-être déjà par l'écrit, j'étais pas toute seule, il y a la maison d'édition à côté, donc forcément c'est aussi un aller-retour, des discussions, alors que dans mes vidéos, là je suis toute seule et je fais tout ce qui me passe par la tête. Oui, c'est différent aussi parce que dans les vidéos, j'ai déjà un retour de mon public depuis le temps, puisque ça fait 5 ans. Au début, forcément, j'en avais pas, mais j'ai progressé au fur et à mesure et je me suis dit, maintenant je sais ce qui leur plaît et ce qui me plaît. Bien sûr, je ne vais pas faire des choses seulement qui plaisent au public, mais pas à moi. Alors que dans le livre, bah, là, je partais vers l'inconnu, forcément. Et donc c'était plus compliqué, c'était un peu plus stressant aussi, de me dire mais qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut plaire, à qui est-ce que je m'adresse aussi. Ça c'est une question très importante. Qui sera intéressé par ce livre? Écoutez, Justine Defranche, je vous remercie pour ces questions. Alors, je rappelle, avant de passer aux questions du public, que vous êtes en dédicace après la... Dès 16h30, 16h30. Sur le stand Nouveau Monde. Ouais. Jusqu'à 18h. Voilà, dans la Logra à gauche quand on entre. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, on connaît l'importance de la religion dans cette période. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez traitée? Oui, la religion est traitée, il n'y a pas un chapitre dédié à la religion. Mais forcément, j'en parle énormément, puisque que ce soit le premier chapitre, alimentation, moi je parle de l'alimentation chez les religieux, et aussi de tous les interdits alimentaires. Quand il s'agit de la justice, on a la justice d'église qui était différente, en tout cas, durant le Haut Moyen-Âge, l'église n'a pas jugé séparément du reste de la population. Par exemple, elle avait beaucoup plus recours à la prison, alors que dans le reste de la population, au Moyen-Âge, la peine de prison, c'était pas une peine, on mettait la personne en prison 1 jour, 2 jours jusqu'au procès, et ensuite il y avait la vraie peine qui apparaissait. Donc je n'ai pas un chapitre consacré à la religion, mais tout au long du livre, forcément on la retrouve, parce qu'elle est partout. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture j'ai aucun projet d'écriture pour l'instant. Sur d'autres périodes historiques, je ne pense pas, parce que c'est vraiment le Moyen-Âge ma spécialité. Du coup, je ne pense pas que ça arriverait. Et j'ai pas d'autres projets pour l'instant. Quel est le chapitre que vous avez préféré traiter? Celui des superstitions m'a bien plu, puisque voilà, c'était un sujet qui me parlait. Et j'ai beaucoup aimé aussi faire celui sur les troubadours et les chevaliers. Déjà, c'était le dernier chapitre, donc il y a aussi un petit soulagement d'avoir presque fini. Et c'était un sujet dont j'avais envie de parler, mais sur lequel à la base j'avais assez peu de connaissances. Et du coup, ça nécessitait pas mal de recherches et j'ai appris plein de choses. Et moi, je trouvais ce sujet un peu plus léger que la justice, par exemple, ou la santé. C'était des sujets un peu plus graves parfois. Donc ça m'a bien plu. Autre question? Oui, dans la période médiévale, donc, tu disais qu'il y avait une importance de la religion. Au niveau des superstitions, est-ce qu'il y en a certaines qui sont vraiment quelque chose d'issu d'avant, par exemple des Celtes, des Romains, des vieux trucs qui sont restés et qui n'ont pas réussi à partir dans la vie quotidienne, ou c'est vraiment des vieux folklore dans la vie quotidienne? Oui, il y a énormément de superstitions qui, à la base, quand on est aux Antiquité tardive, au Moyen-Âge, il y a encore une forte présence païenne, même si les personnes sont converties, il y a encore plein de croyances païennes qui demeurent.
et qui sont au fur et à mesure remplacés par le christianisme, donc ils s'approprient des croyances anciennes. Et du coup, à la fin, ça devient une sorte de gros mélange, on ne sait plus forcément d'où ça vient, enfin, en tout cas, les personnes à l'époque ne voyaient pas vraiment. Et par exemple, justement, les revenants, ça, c'était plutôt issu des superstitions païennes. L'Église, justement, j'explique que l'Église met du temps à admettre l'existence des revenants, parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de la religion chrétienne au départ. Et à partir du bas Moyen-Âge, elle remplace progressivement dans les récits médiévaux les revenants par le diable. Donc ça devient une entité, elle, vraiment chrétienne, enfin, voilà, qui fait partie de l'Église. Et donc on a des récits où on parle de diable, mais en fait, si on s'intéresse à ce récit, on se rend compte qu'à la base, c'était un revenant dans l'histoire. Et donc c'était pas une... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous traitez aussi du mode d'éducation? Oui, il y a un chapitre consacré à l'éducation. Justement, sur ce chapitre, il est compliqué de parler de l'éducation dans les campagnes, parce que c'est quelque chose sur lequel on a peu d'informations et sur lequel il se passe pas grand-chose non plus. Mais j'y parle de l'éducation au Moyen-Âge, l'éducation dans la noblesse, l'éducation aussi au niveau de l'apprentissage des métiers et de la création des universités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Pas forcément par rapport à votre ingénieur. Quel est le regard de vos élèves par rapport à votre chaîne YouTube? Enfin, est-ce que vos élèves la regardent? Ça arrive, mais c'est pas quelque chose dont on parle énormément. À chaque fois que j'en ai parlé, j'ai plutôt attendu la fin d'année pour faire ça, pour dire d'ailleurs si vous voulez j'ai une chaîne, ou alors attendre d'avoir un chapitre qui corresponde à un sujet que j'ai traité et dire si vous voulez aller plus loin, j'ai une chaîne. Et puis tout de suite ça fait parler. Et après certains regardent, pas forcément beaucoup. Et pour moi c'est vraiment quelque chose de séparé. C'est pas, j'ai pas créé cette chaîne pour faire un complément pour les élèves. Donc on s'en sert pas vraiment en classe. Surtout que le Moyen-Âge est peu étudié en plus. Oui, c'est au programme de 5e, assez rapidement, mais après, on en parle plus. Est-ce qu'il y a une autre question? Dans les idées reçues de la vie quotidienne, est-ce que vous avez vraiment déconstruit un petit peu d'exemples qui se retrouvent dans votre livre? Voilà, pas forcément Par rapport à l'hygiène, par exemple, comme je disais que pendant une grande partie du Moyen-Âge, les gens se lavaient. Je déconstruis aussi par rapport à la justice, le fait qu'au Moyen-Âge, on a une justice qui repose beaucoup plus sur les croyances. Avec les ordonnés, par exemple, où ça, ce sont des épreuves qui sont imposées à la personne qui est accusée, et si elle réussit l'épreuve, c'est qu'elle est innocente, si elle rate, c'est qu'elle est coupable. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui existe, mais ensuite, pendant tout le bas Moyen-Âge, se développent les preuves, les témoignages, les enquêtes, et donc ça, c'est quelque chose qu'on imagine assez peu. On pense au Moyen-Âge, on ne se dit pas que la justice s'est développée au Moyen-Âge, on pense plutôt à l'époque moderne, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont inventées au Moyen-Âge. Et c'est d'ailleurs avec l'Inquisition, l'Église gardait encore le système de preuve, mais le système d'enquête. Mais les enquêtes dans le milieu laïque se développent d'abord avec l'influence de l'Inquisition, dont je parle aussi dans le livre. Ça aussi, c'est un gros sujet où il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Inquisition. Donc ça, je l'aborde aussi justement dans la partie justice. Vous disiez que les peines de prison étaient peu utilisées. Quelles étaient les peines utilisées? Ça dépend de la période, beaucoup, et ça dépend des crimes. Si on part sur, par exemple, moi, je vais plutôt partir sur le bas Moyen-Âge, au Moyen-Âge un peu plus particulier au niveau de la justice, puisqu'on avait par exemple le rachat, le droit de vengeance. En gros, on avait le droit de tuer la personne qui avait fait quelque chose, mais on avait aussi le droit de racheter cette vengeance en payant. Ça s'appelait le prix du sang, donc voilà, c'est un peu particulier. Mais si on va plus vers le bas Moyen-Âge, on peut avoir des peines, des amendes tout simplement, c'est le plus gros des peines. Et après on peut avoir des bannissements. On peut avoir aussi certaines peines qui sont plus pour montrer l'exemple. Donc là on repart vers quelque chose d'un peu plus violent, mais par exemple pour des récidivistes, pour éviter d'avoir des récidivistes, on peut pratiquer l'essorillement, qui est enlever un petit bout d'oreille.
Et si quelqu'un récidive encore, on enlève les 2 bouts d'oreille. Et donc si quelqu'un se perd un morceau d'oreille par accident, ben, il peut être soupçonné d'essorillement, enfin, d'avoir justement d'avoir commis un délit par le passé. Et ça arrive justement, il y a un personnage dont je parle dans le livre qui dit que non, il a perdu son bout d'oreille pendant une prise de château. Après, on ne sait pas, la source s'arrête là. Et après, ces essorillements disparaissent vers la fin du Moyen-Âge, on fait plutôt les flétrissures pour ce genre de peine, c'est-à-dire une marque au fer rouge sur le bras ou l'épaule. Et donc ça, ce sont les peines qui visent à empêcher les récidives. Et justement, il y a tout un débat aussi sur la récidive, parce que l'idée d'un criminel, ça n'existe pas au Moyen-Âge. On a des gens qui commettent des crimes, mais le profil de criminel se développe aussi pendant le bas Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'un criminel? Pourquoi il fait ça? À partir de quel moment on se dit que c'est un criminel? Donc ça, c'était aussi une question intéressante. Est-ce qu'il y a encore une question? On a parfois parlé de la mode vestimentaire finalement, parce que ça s'étale sur presque 1000 ans, mais c'est vrai que quand on regarde toutes les émissions ou les films, ils sont tous habillés toujours de la même manière, et ils sont quand même un peu changés de fringue, je pense, dans les ans. C'est vrai que ça, c'est un chapitre, j'ai pas de chapitre sur l'habillement, du tout. Mais oui, là encore, c'est quelque chose qui évolue. Comme de nos jours, les modes changent tous les 10 ans, donc là c'est pareil, on a une énorme différence entre le haut Moyen-Âge et le bas Moyen-Âge au niveau vêtements. Mais c'est vrai que c'est un chapitre que j'ai pas traité, si je fais une suite un jour. Oui. J'ai une question par rapport aux idées reçues du coup à déconstruire. Dans vos chapitres, vous partez d'une idée reçue, mais est-ce que vous expliquez dans quels médias on peut trouver cette idée reçue? Est-ce que c'est dans des émissions grand public? Est-ce que ça va être dans de la pop culture? Est-ce que ça va être dans tel film il y a ce cliché-là? Ou est-ce que c'est... Non, c'est plus... D'ailleurs, de toute façon, mes chapitres ne commencent pas par voilà cette idée reçue, on va s'y attaquer. C'est plus tout au long du chapitre que certaines idées reçues sont démontées. Parfois, il me semble que je fais référence au cinéma de manière large, par les références à Sacré-Val par exemple, ou à Kaamelott aussi. Parce que sur l'alimentation, à un moment je parle de Die Burgonde, et dans Kaamelott on a le roi Burgonde qui est assez caricatural. Et donc c'est tout au long du livre que je parle des idées reçues. D'accord. C'est pas toujours clairement dit. Oui. Par rapport par rapport justement à votre référence à Kaamelott et au sujet que vous avez abordé dans l'entretien sur les troubadours, est-ce que c'était vraiment le système un peu de journalisme et de moyens d'avoir des actualités à l'époque ou pas? Les troubadours non, sont plutôt des poètes. Ceux qui seraient plutôt journalistes, commentateurs aussi parfois, ce sont les ménestrels, les jongleurs, qui deviennent... donc à la base, on a les troubadours qui écrivent et composent, et on a leurs interprètes, qui sont les ménestrels et les jongleurs. Les troubadours ne déclament pas toujours eux-mêmes leurs poèmes. Et les jongleurs, ménestrels, ménétriers, tout ça, au fur et à mesure du Moyen-Âge, deviennent aussi les personnes qui annoncent, par exemple, lors des tournois, ça devient les commentateurs. Donc ça, c'est plus leur rôle, et c'est eux qui se mettent à codifier aussi un peu les codes des tournois. Les troubadours restent plutôt des poètes, des compositeurs. Merci. C'est plus les colporteurs peut-être. Oui, ça pour les nouvelles, on a aussi des personnes qui circulent dans les villes. Des personnes dans les villes, par exemple, qui vont annoncer des messages, mais ça, c'est complètement différent des troubadours. Ouais. Du coup, les personnes qui annoncent des messages, c'est plutôt les héros, ou les héros sont plus liés à un seigneur? Les héros, justement, c'est l'évolution des jongleurs. À partir d'une certaine période, à partir du moment où les tournois se développent, certains jongleurs se spécialisent dans citer qui sont les chevaliers qui s'affrontent, donc connaître les blasons, connaître les différentes familles et commenter ce qui se passe. Dernière question. Il y a une vie culturelle un peu, pas dans les villes ou dans les campagnes, je sais pas, il y a du théâtre. Alors le théâtre au Moyen-Âge, ça, c'est quelque chose, c'est une période un peu creuse. Mais par contre, oui, il y a une vie culturelle au niveau de la littérature. Là, pareil, j'ai pas un chapitre culturel, mais ça se retrouve un peu dans tout le livre. Par exemple, quand je parle
les écoles et des étudiants. On a des étudiants qui deviennent des Goliards, c'est-à-dire qu'ils composent des chansons satiriques, un peu paillardes. On a les troubadours forcément qui font partie de la vie culturelle, les tournois, les banquets. Pendant les banquets, on a des entremets, c'est-à-dire des petits spectacles ou des petites œuvres qui sont créées. Donc ça, oui, forcément, il y a du culturel et aussi dans les campagnes, mais encore une fois, ça, on connaît un petit peu moins. Mais ça ne fait pas l'objet d'un chapitre spécifique, c'est un petit peu tout au long du livre. Eh bien, Justine de France, merci. Alors, je rappelle que vous êtes en dédicace sur le stand de Mouvement d'édition dans la Halle au Grain, là, Enfin, juste le temps de vous aller. Voilà, donc la petite quotidien du Moyen-Âge. Merci. Merci.